réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a publié ce matin un message sur les réseaux sociaux soulignant la journée internationale de la non-violence qui se tient aujourd'hui. Et devant la hausse des propos haineux, de l'intimidation, du harcèlement, la mairesse réclame l'adoption du projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne. Elle était à la station un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'en ai profité pour m'entretenir avec elle. Madame Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui la journée de la non-violence et vous avez pris la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour dénoncer la violence qu'on trouve dans les débats publics, notamment sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps maintenant que vous êtes en politique. Quel est votre constat? Mon constat, c'est qu'on accepte des choses en ligne, ou en tout cas, du moins, il n'y a pas de conséquences sur des comportements, des graves comportements qui se déroulent sur les plateformes numériques, alors qu'il y en a dans la vraie vie. Donc, les mêmes lois, malheureusement, ne semblent pas appliquées de la même façon. Il y a une impunité également des géants du web qui laissent du contenu qui fomente la haine, qui incite à la violence, qui les laisse grandir sur leur plateforme sans intervenir de façon systématique, sans avoir de compte à rendre au gouvernement. Et c'est justement des choses que vise à corriger un projet de loi qui est actuellement à l'étude à la Chambre des communes, le projet de loi C-63. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui pour enjoindre les parlementaires de la Chambre des communes, donc au fédéral, de s'atteler à la tâche, de prendre leurs responsabilités avant la prorogation du Parlement qui entraînerait la mort, en fait, de ce projet de loi-là. Le projet de loi tomberait au feuilleton advenant des élections, puis c'est la deuxième fois que le Parlement fédéral se penche sur un tel projet de loi. Donc, avec la législature précédente, celle-ci, le projet de loi a été déposé en février dernier, donc ce serait une occasion, encore une fois, manquée. Puis je pense que le Canada a beaucoup de retard dans l'encadrement des plateformes numériques. Concrètement, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la violence en ligne? Comment vous la vivez? Là? Vous l'avez expérimenté très souvent, encore aujourd'hui. Concrètement, c'est quoi? Effectivement, je l'ai expérimenté personnellement comme de nombreuses personnalités publiques, d'autres élus, mais la violence en ligne, c'est la même chose que la violence en personne, c'est-à-dire de l'intimidation, du harcèlement, des menaces de mort parfois, des propos très graves, des atteintes à notre intégrité physique aussi. Puis je dois dire que pour ce qui est des femmes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus proportionnellement victimes de violences faites en ligne selon les différentes études, bien, c'est des propos à caractère sexuel. Puis ça peut aller aussi loin que des incitations au viol, dans certains cas. Quand Valérie Plante a mis fin aux commentaires sur X, sur son compte, vous étiez d'accord? Je comprends la position de Valérie Plante sur X. Bien franchement, moi, je n'y vais pratiquement plus. Là, on dirait que c'est seulement un déversement de haine, Ça s'est dégradé, hein? C'est grave ce qui se passe sur la plateforme X et qui appartient à Elon Musk et qui se fait une fierté de la déréglementation totale de sa plateforme. Heureusement, on n'est pas à des niveaux comme ceux-là sur les autres plateformes plus usuelles, notamment celle de Meta, mais il y a quand même du contenu très préoccupant et on le laisse passer. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de reddition de compte de la part de ces plateformes-là, il n'y a aucune transparence. Et c'est ça qui est grave. Le gouvernement fédéral a été laxiste pendant trop longtemps avec ces géants du web. On les a laissés prendre une place tellement immense dans nos sociétés démocratiques. Eh bien là, c'est déjà, à mon sens, tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ce que je me dis. Et donc, il faut qu'on impose des lois beaucoup plus sévères pour que justement, les lois qui s'appliquent dans l'espace physique, qui s'appliquent également dans la sphère numérique. Madame Fournier, ce que je trouve intéressant aussi dans votre prise de parole sur ce sujet-là aujourd'hui, c'est que vous donnez l'exemple des débats qui manquent très souvent de civisme, de civilité dans nos parlements, dans nos hôtels de ville. Et vous dites à quelque part, on ne donne pas le bon exemple. Non, vous avez tout à fait raison. Puis pour moi, c'est une question de cohérence. Oui, bien sûr, on réclame un projet de loi qui puisse
permettent donc d'en finir avec l'impunité des géants du web en ce qui a trait à la violence en ligne. Mais en même temps, comme élus, on a aussi la responsabilité de donner l'exemple. Je pense qu'on ne doit pas s'étonner de la dégradation du débat, je veux dire, dans la société de façon générale, puis particulièrement en ligne, lorsque des gens qui sont des figures d'autorité, comme les élus, se permettent des insultes et des incivilités en tout genre dans nos enceintes démocratiques, que ce soit les conseils de ville, les parlements, autant à Québec, puis on va se le dire, c'est quand même encore pire du côté d'Ottawa. Pour moi, ça passe par là en premier, mais il faut aussi des outils législatifs, mais c'est une question de cohérence. Donc, des outils législatifs, mais en même temps, un bon exemple qui vient d'en haut. On fait où la différence entre le débat politique agressif et l'insulte? L'insulte, c'est dur à dire. Puis je veux dire, il n'y a pas de projet de loi qui peut interdire une insulte. Il y a des normes très claires dans le code criminel. Ça n'apporte pas à interprétation. Puis le but, c'est pas d'empêcher tout débat. Évidemment, là, ce serait totalement inacceptable dans une société démocratique. On doit pouvoir être critiqué. En même temps, je pense qu'il y a des bonnes façons de le dire, mais est-ce qu'une insulte est un contenu haineux? Non. Il y a vraiment des définitions qui sont claires, puis c'est ces définitions-là qui doivent s'appliquer. Puis ce que je trouve particulier dans le cas des plateformes, c'est que il y a quelques mois, par exemple, Meta a annoncé qu'elle allait restreindre le contenu à portée sociale et politique sur ses plateformes. Donc, Meta est capable de juger si une publication est de nature sociale ou politique, mais laisse passer du contenu qui peut inciter à la haine. Je n'y crois pas. Clairement, les plateformes sont capables d'agir, mais encore faut-il qu'il y ait des règles claires, et le gouvernement fédéral, le Parlement fédéral dans ce cas-ci, puisque le gouvernement est minoritaire, doit travailler à améliorer le projet de loi C-63 pour qu'on ait vraiment des outils pour que les plateformes puissent rendre des comptes. Alors clairement, là, pour résumer ça, Mme Fournier, on peut dire que Meta a les moyens de couper la presse, les articles de la presse, les articles de Radio-Canada, les articles du Journal de Montréal, de tous les médias sérieux, mais quand arrive le temps de réglementer les excès en ligne, non, liberté d'expression, on peut rien faire. Grosso modo, c'est un peu ça. Exactement, mais c'est pourquoi le gouvernement doit être clair puis imposer des lois puis une reddition de comptes. Ça, le gouvernement peut le faire et par la suite, les plateformes seront obligées de s'y soumettre. Madame Fournier, l'autre nouvelle cette semaine qui a retenu l'attention, bien sûr, c'est cette décision de Marois Risky qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections provinciales parce que concilier travail-famille, c'était très difficile pour elle. Comment vous avez interprété ça? Comment vous voyez ça? Tantôt, j'ai dit que je comprenais Valérie Plante. Je comprends aussi Marois Risky. La vie politique, c'est une vie particulière. Hein? C'est 24/7. Moi, j'ai siégé aussi 5 ans à Québec. Puis lorsque j'ai fait le choix de me présenter en politique municipale puis de quitter l'Assemblée nationale, un des facteurs était celui que dans les prochaines années, clairement, je veux des enfants puis je vois pas comment ça peut se faire en habitant une partie de la semaine à Québec, l'autre partie de la semaine à Longueuil, vivre dans ses valises. C'est éreintrant. Donc, je comprends tout à fait Marois, que j'apprécie d'ailleurs hautement sur le plan personnel puis que je respecte beaucoup comme parlementaire, de faire ce choix-là. Puis c'est le rythme imposé par la vie politique. En même temps, il y a plusieurs également métiers là, qui sont extrêmement demandants. Ça, je le nie pas, mais c'est sûr que la politique, ça a une dimension particulière. Bon, on va voir si sa décision va provoquer une prise de conscience. On a vu déjà aujourd'hui le Parti québécois, Québec solidaire, qui disent qu'on devrait peut-être commencer à étudier des façons, peut-être qu'on pourrait faire des votes à distance. Bref, ça a peut-être lancé un débat. Je l'espère, oui, parce que faut je pense que comme société, on a la responsabilité de s'assurer que toutes sortes de voix soient entendues en politique, dont celle des jeunes parents. Puis le Québec se prive de beaucoup. Et dans ce cas-là, on en a un exemple probant. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin.
C'est la chronique environnement de Jessica Leblanc. Salut, Jessica. Salut, Philippe. Alors, Jessica, tu as obtenu en primeur des informations très importantes concernant le comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Et la nouvelle, c'est que 2 scientifiques viennent de claquer la porte de ce comité-là. Oui, j'ai eu la confirmation, Philippe, que Catherine Morancy, qui est professeure à Polytechnique, c'est une experte qui est reconnue sur les questions de mobilité, de transport. On l'entend d'ailleurs régulièrement sur nos à ondes, notre bien antenne. sûr. Et Catherine Potvin, qui est une professeure à l'Université McGill, experte en écologie des forêts. Toutes les deux sont des sommités très reconnues dans leur domaine. Elles viennent de quitter le comité d'experts sur les changements climatiques parce qu'elles sont déçues et elles sont en colère devant le peu de résultats, le peu d'influence qu'a eu ce comité depuis sa création. Là, pour les gens qui se demandent c'est quoi ça, cette patente-là, un comité consultatif sur les changements climatiques, bien, c'est le ministre Benoît Charette, en 2021, qui a formé un comité avec 12 membres, les meilleurs dans leur domaine, là, des experts en transport, en énergie, en écologie des forêts, 12 experts pour le conseiller dans ses prises de décision. Dans le fond, le mandat du comité, là, c'est d'émettre des avis pour aider le ministre à adopter les meilleures stratégies, les meilleures politiques pour atteindre ses cibles climatiques. Et là, ça fait 3 personnes qui claquent la porte du comité en 3 un personnes en un an. C'est énorme, là. Ben oui, on se souvient, peut-être que vous vous souvenez, l'an passé, en août 2023, il y a le professeur Pierre-Olivier Pinault, qui est un expert des questions énergétiques qu'on entend très souvent aussi, notamment à notre antenne. Il avait démissionné du comité, puis il avait été très, très, très critique à ce moment-là envers le comité. Il l'avait carrément qualifié de bidon, d'inutile. Et là, 1 an plus tard, on a 2 autres membres du comité qui le quittent. J'ai parlé avec la professeure Catherine Morancy qui m'a confié en exclusivité les raisons de son départ. On l'écoute. C'est pas nécessairement la faute du comité, mais je trouve que les oreilles du gouvernement ne sont pas suffisamment ouvertes à l'égard des recommandations qui sont faites. Le gouvernement du Québec se dote d'un comité pour recevoir des recommandations les plus objectives possibles. Je trouve qu'il s'en fait pas assez. Je trouve que le comité, notre responsabilité, c'est de dire les choses telles qu'elles sont et de mentionner ce qui doit être fait pour atteindre nos cibles quand la réception est celle qu'on a reçue pour certains de nos avis. Moi, ça fait pas mon affaire. Fait que j'ai considéré que ça valait pas la peine pour moi d'investir du temps là pour faire progresser la cause des transports. C'est assez clair. Merci, Jessica. Il faut savoir en plus que ces experts-là investissent leur temps bénévolement sur le comité. Ils sont pas payés, là. C'est beaucoup de temps pour faire des lectures, de rédaction, de recherche, pour rédiger des avis au ministre de l'Environnement. Ils y vont parce qu'ils y croient. Et ils y vont parce qu'ils y croient, exactement. Puis ce que le professeur Morancy reproche au ministre, c'est d'avoir balayé du revers de la main des avis aussitôt qu'ils sont sortis. Un en particulier me parlait de l'avis que le comité a émis sur la taxe kilométrique concernant le transport lourd. Dans le fond, le comité disait les camionneurs devraient payer en fonction de la distance qu'ils parcourent. Et là, la journée même que c'est sorti, le ministre tout de suite a dit il n'y en est pas question, on ne fera pas ça. Puis c'est cette divergence de vision entre la CAQ et les scientifiques qui a poussé à bout Mme Morancy. Alors, ça, pour moi, ça reste inquiétant. Quand tu dis, voici nos cibles, voici la problématique, puis là, un comité indépendant d'experts fait des recommandations. Regarde ce qui se fait à travers le monde. Essaie de quantifier les contributions potentielles, met en lumière les défis, les impacts de certaines stratégies. Et là, évidemment, jour 1, c'est sûr qu'on ne fera pas ça. Alors, tu as obtenu une entrevue avec Catherine Morancy, on vient de l'entendre, et tu as obtenu la lettre de démission de l'autre experte qui vient d'annoncer son départ. Catherine Potvin, je vous le disais, qui est une sommité dans son domaine en écologie des forêts. Elle a envoyé sa lettre de démission au ministre de l'Environnement le 23 août dernier, en même temps que sa consoeur Catherine Morancy. J'ai obtenu une copie, comme je disais, et dans sa lettre, elle reproche au comité de manquer de mordant devant la gravité de l'urgence de la crise climatique. Elle trouve que le comité a un impact négligeable, puis le Québec a besoin d'un comité qui bouscule, qui fait plus de bruit. Donc, pour sa part, vraiment, c'est qu'elle dit, je pense qu'elles avaient beaucoup d'espoir en ce comité-là pour faire brasser les choses, pour prendre la parole, pour pousser le ministre à agir davantage, puis leur constat, c'est que c'est pas arrivé. Alors, j'imagine que Benoît Charette a réagi. Est-ce qu'il était dévasté ou c'est un petit peu comme de l'eau sur le dos d'un canard? J'ai demandé ce matin une réaction au ministre de l'Environnement. Au début, on m'a dit, le ministre n'est pas disponible pour une entrevue. Là, j'ai insisté un peu. J'ai dit, OK, mais là, il y a 2 membres qui viennent de quitter. Ça fait 3 à 1 an. On fait des reproches assez clairs au ministre. Est-ce qu'il y a au moins une déclaration, un commentaire? Et je vous lis textuellement la déclaration du ministre Benoît Charette.
Je les remercie pour leur implication et leur souhaite une belle continuation. C'est tout. C'est court. Rien d'autre. J'ai même insisté auprès de son attaché de presse là, en disant il y a 2 scientifiques qui reprochent au ministre de ne pas écouter son comité. Il ne voulait vraiment rien ajouter. Mon texto a été envoyé à 12h03, puis à l'heure où on se parle, silence radio, pas de réponse. Bon, alors, c'est assez troublant d'entendre ça. Le président du comité, c'est Alain Webster, qu'on connaît bien aussi. Qu'est-ce qu'il dit, M. Webster? Bon, M. Webster m'a répondu tout de suite ce matin. J'ai passé une trentaine de minutes au téléphone avec lui. Il m'a expliqué qu'au printemps, lui a demandé aux membres du comité, réfléchissez à votre avenir ici. Est-ce que vous avez envie de continuer parce que le mandat de 3 ans se terminait, puis il devait décider s'il voulait poursuivre pour 3 autres années. Puis il a dit, il y a 2 membres qui ont décidé de ne pas poursuivre. C'est leur choix, c'est leur décision. Il comprend leur frustration, mais les partage pas. C'est à la fois normal que les gens se posent une question, est-ce que je continue à impliquer là-dessus? Puis ensuite, les gens peuvent avoir des perceptions différentes sur la pertinence de travailler sur ce processus de recommandation et la capacité d'influencer la prise de décision. Fait que là, c'est une analyse très, très personnelle de chacun. Moi, je remercie mes 2 collègues pour les 3 ans de bénévolat qu'ils ont mis là-dedans à faire avancer la question climatique en général et en particulier la question du transport et la question de la gestion de la forêt. Ce qui compte, c'est pas le comité. Ce qui compte, c'est que la question climatique avance. Là. C'était juste un outil parmi tant d'autres. C'est ça, dans le fond, là, pour M. Webster, là, lui, ce qu'il dit, là, c'est on peut pas forcer le gouvernement à adopter des politiques, là, surtout que si on veut atteindre nos cibles, ça prend des politiques ambitieuses qui dérangent. Puis, nous, au moins, on est là, on essaie de l'influencer, on fait notre job, mais il admet qu'il y aurait peut-être un petit travail à faire sur le plan des communications pour que le comité soit plus entendu. Oui, les communications, peut-être d'autres choses, parce que, Jessica, là, on a beau regarder ça de tout bord, tout côté. Quand tu as 3 experts réputés dans leur domaine qui démissionnent en critiquant le comité, 3 experts qui quittent en 1 an, c'est qu'il y a un problème. Mais moi, ce que je constate, là, c'est qu'il y a clairement une impatience de plus en plus grande chez des scientifiques au Québec qui trouvent que ça va pas assez vite, que la CAQ n'écoute pas assez la science. Puis, tu sais, la CAQ a droit à sa vision, là. Ils ont droit à leur vision économique, ils ont le droit de rejeter les avis du comité, mais qu'on nous fasse pas croire qu'on va atteindre nos cibles climatiques d'ici 2030 de 37,5 %. Là. On a seulement diminué les émissions de gaz à effet de serre de 9 % depuis 90. 2030, là, c'est dans 5 ans. Fait qu'on nous le dise. Si on veut pas atteindre les cibles, qu'on veut pas écouter les avis des experts, qu'on soit clair. Parce que là, l'impression que ça nous donne, c'est que le comité, c'est un peu une façade pour bien paraître. Mais clairement, il y a de la grogne, il y a de la frustration, il y a de la colère de la part de certains scientifiques, dont 3 qui ont claqué la porte en 1 an. Merci beaucoup, Jessica. Beau travail, mais des conclusions quand même troublantes là, quand des experts quittent le comité parce qu'ils ont l'impression que leur travail ne sert à rien, qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Tu le disais, c'est signe d'un problème assez grave. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. On se croirait dans un roman d'espionnage. La Chine a-t-elle tenté d'infiltrer la Gendarmerie royale du Canada? C'est pas rien, là, la GRC, le plus important corps policier au pays. On peut certainement se poser cette question en lisant une histoire ahurissante qui est publiée dans la presse aujourd'hui sous la plume du journaliste Vincent Larouche. Vincent est en studio. Salut Vincent. Salut. Vincent, raconte-nous cette histoire absolument, je le disais, le mot n'est pas trop fort, ahurissante. Là, la Gendarmerie royale du Canada qui a commencé à craindre qu'un réseau d'influence contrôlé par le gouvernement chinois ne s'infiltre dans ses rangs. Voilà. Alors, c'est sur la base de nouveaux documents judiciaires qu'on a obtenus cette semaine. On savait que l'an dernier, donc à l'été 2023, il y a un ancien haut placé de la GRC qui était à sa retraite et qui s'était fondé une boîte d'enquête privée basée à Hong Kong, donc après avoir quitté le Canada, qui avait été arrêté et accusé justement de s'être mis au service de la Chine et d'avoir posé des gestes illégaux pour aider une puissance étrangère en sol canadien. Mais on ne savait pas exactement le modus operandi, comment ça fonctionnait, et surtout, on ignorait jusqu'à cette semaine toute l'ampleur que ça avait pu prendre au sein de la GRC. Alors, ce que les documents nous montrent, c'est qu'à un certain moment, la direction de la GRC s'est rendu compte qu'il y avait cet ancien haut placé, qu'il a sa boîte privée d'enquête à Hong Kong et que lui, son client principal, justement, c'est le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois qui veut retracer partout autour du monde, mais notamment beaucoup au Canada, des fugitifs, des anciens responsables politiques qui ont quitté, des gens qui se sont réfugiés au Canada
parfois avec des sommes d'argent importantes, et on veut les rapatrier. Et lui, cet ancien policier canadien, va aider le gouvernement chinois. Voilà, il va leur dire, regardez, moi je sais comment ça fonctionne au Canada, je peux vous aider à localiser ces gens-là, à trouver s'ils ont des possessions, des comptes en banque, des actifs immobiliers, tout ça. On va vous aider à les rapatrier. On va les convaincre peut-être de venir régler leur cause devant la justice chinoise. On va mettre un peu de pression. On va aller les rencontrer, leur dire qu'on sait où ils sont. Et ça, donc, c'est une première chose de découvrir que ce monsieur-là a retourné sa veste un peu. Il travaille maintenant pour le gouvernement chinois. Mais ce qui a commencé à alarmer énormément les dirigeants de la GRC, c'est qu'ils se sont rendus compte, mon Dieu, ce monsieur est en contact fréquent avec beaucoup de gens au sein de la GRC. Il continue d'appeler ses anciens chums, comme on dit, ses anciens collègues, leur demander des nouvelles, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent faire à leur retraite, s'ils seraient intéressés à avoir des opportunités, leur demander s'ils ont entendu parler de tel ou tel fraudeur ou telle personne qui était d'intérêt, tel dossier judiciarisé. Et là, ça a créé vraiment... Ça a semé l'inquiétude dans les rangs. Je ne veux pas dire la panique, mais disons beaucoup d'alarmes qui ont sonné en même temps. Et on s'est mis à vraiment mettre le projecteur sur tous les gens qui étaient en contact avec lui. Et ça a vraiment semé une certaine pagaille dans les rangs parce que plusieurs policiers ont vu leur courriel épluché, leur téléphone fouillé. Des gens qui avaient été en contact avec lui, là. Simplement pour avoir été en contact avec lui. Il s'appelle William Masher. William Masher, oui. Et donc, si on avait discuté d'un party de retraite ou d'un dossier sensible ou d'un manuel de formation, d'une conférence qui pourrait être donnée, tout le monde s'est retrouvé un peu sur la sellette et ça a vraiment semé un froid puis la consternation chez plusieurs membres et anciens membres de la GRC. Et bien sûr, c'était beaucoup dans l'ouest du pays parce que lui, Masher, était installé en Colombie-Britannique au point où quand la GRC, et tu le racontes bien dans ton papier aujourd'hui, Vincent, a décidé de faire enquête, on a décidé de demander à des collègues de l'Est du Canada, de la région de Montréal, d'enquêter parce qu'on se dit, ces policiers-là connaissent pas leurs collègues qui sont dans l'Ouest, alors ils vont être indépendants. Voilà, donc dans l'Ouest, M. Masher avait beaucoup trop d'amis, de connaissances, de fréquentation. On s'est dit, au Québec, les gens vont être un peu plus indépendants, ils n'auront pas de lien avec lui. Et c'est donc des enquêteurs de Montréal qui ont été chargés de faire la lumière là-dessus par souci d'indépendance. Et un détail intéressant, quand ils ont contacté un retraité dans l'Ouest canadien pour lui dire, écoute, on fait une enquête, je sais que tu n'es plus dans la police, mais on voudrait te parler à propos de notre enquête, ce retraité-là leur a dit, oh, vous les gars de Montréal, est-ce que vous avez fait autoriser ça par le patron de la GRC en Colombie-Britannique? Vous savez que vous êtes obligé de l'avertir avant de venir me parler. Et pour les enquêteurs de Montréal, c'était un indice, selon eux, que ce réseau-là ou ces gens-là qui étaient dans leur mire, peut-être avaient encore beaucoup d'alliés qui risquaient soit de leur faire des faveurs, de les protéger ou de les avertir, du moins, de l'enquête qui venait. Donc, c'était une source de précaution supplémentaire. Bon, les gens qui nous écoutent, Vincent, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter de cette ingérence chinoise dans la GRC ou là, on peut croire que c'est sous contrôle? La GRC mentionnait dans les documents que l'objectif, c'était d'enquêter sur ce réseau-là qui était considéré vraiment comme une menace à la souveraineté du Canada et de la neutraliser. Monsieur Masher a été arrêté, accusé. Il attend son procès en ce moment et ce matin, la GRC me mentionnait, l'enquête est finie, il n'y a pas d'autres arrestations à venir, tout est terminé maintenant. Donc, on peut présumer qu'ils considèrent que le but a été atteint et toutes les autres personnes qui se sont retrouvées dans la mire aussi, certainement, ont aussi eu à travers cette histoire un gros avertissement. On sait que les policiers prennent leur retraite assez jeunes, ils sont très sollicités pour toutes sortes d'opportunités d'emploi. Si le gouvernement chinois veut bénéficier de leur expertise, maintenant ils savent à quoi s'en tenir, ça peut leur attirer de gros problèmes. Alors, un autre exemple de l'ingérence chinoise au Canada, une histoire absolument fascinante, la GRC qui n'était pas elle-même à l'abri de ça. Vincent, bravo, c'est un travail formidable. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, au revoir. Salut, c'était Vincent Larouche qui est enquêteur à la presse. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Vous vous souvenez peut-être de cette terrible histoire de rage au volant, une conductrice impulsive qui avait foncé avec son véhicule dans celui d'un père de famille, le projetant dans les airs et le tuant sur le coup. Ça s'est passé sur l'autoroute 15, c'était en septembre 2022. Et là, au terme d'un procès devant jury, Alexandra Gagné-Fauché a été reconnue coupable. C'était en juin dernier là, pour l'homicide involontaire de Stéphane Taillon, donc délit de fuite mortelle.
criminel. Alors, ce matin, on a appris que Alexandra Gagnon-Fauché avait écopé d'une sentence de 5 ans de pénitencier. La couronne demandait 7 ans et demi. La défense réclamait plutôt une peine de moins de 2 ans pour être purgée à domicile, mais c'est le haut de la fourchette là, qui a été choisi par le tribunal. Alors, j'en parle avec un avocat criminaliste, Maître Conrad Lord. Maître Lord, bonjour. Bonjour. Maître Lord, dites-moi, est-ce que c'est une sentence qui vous apparaît très sévère? Ben écoutez, c'est une sentence qui est dans la fourchette élevée des sentences. Je vais vous le mettre comme ça, mais il faut comprendre que la couronne demandait 7 ans, la défense demandait 2 ans moins un jour dans la collectivité, le juge a donné 5 ans. Maintenant, c'est une peine de prison et de pénitencier. Alors, c'est toujours une peine élevée, mais il faut comprendre que les circonstances dans l'affaire sont quand même... Il y a beaucoup de facteurs aggravants dont le juge a tenu compte. Et c'est, à mon avis, pourquoi cette sentence-là a fait l'objet d'une peine de prison ferme. Bon, parlez-nous de ces facteurs aggravants. Quels sont-ils? Vous savez, un des points importants là-dedans, ben, il y a la mort d'une personne, il ne faut pas oublier ça. La mort d'un homme, le délit de fuite, d'avoir tenté de maquiller l'infraction que la personne avait commise. Mais c'est le contexte, hein? Parce que, vous savez, le contexte de rage au volant, j'ai déjà dit dans une autre entrevue, les juges ont toujours considéré ou souvent que les véhicules, c'était comme une arme. Qu'on avait une responsabilité lorsqu'on avait un véhicule, et d'ailleurs le juge Downs l'a bien dit lors du prononcé de la peine, que c'est une arme, un véhicule. Lorsqu'on s'en sert pour commettre une infraction, c'est comme si on avait une arme entre les mains. C'est-à-dire que, et lorsqu'on se sert de ce véhicule-là, dans le contexte de cette cause-là, c'est sûr que la rage au volant, l'interaction, le maquillage a fait en sorte que le juge, en ce qui me concerne, a rendu une peine qui était, je vais le dire, appropriée selon les circonstances, mais d'autres diront que c'est pas assez sévère parce que la mort d'une personne, d'autres diront trop sévère parce que c'est une première infraction, mais le contexte, le contexte actuel, deux contextes, le contexte actuel de la société, vous savez, la rage au volant, on en parle tous les semaines, les juges ont le devoir, et souvent vont passer le message aux justiciables, écoutez, ce n'est pas un jouet, un véhicule. Et c'est ça que je ressens, et quand je lis le message du juge, c'est, écoutez, c'est pas un jouet, c'est dangereux. Si vous frappez, parce que on peut frapper un véhicule ou quelqu'un par accident, peu importe, prenez vos responsabilités. Le reste, ça devient encore plus aggravant. Et c'est ce que le juge a retenu comme facteur pour sentencer cette dame-là. À mi-chemin, j'allais dire, mais quand même à une peine de 5 ans qui est une peine sévère quand même. Là. La rage au volant, c'est un problème dans notre société. Est-ce qu'elle est souvent sanctionnée ou c'est quand même assez peu fréquent que des cas se retrouvent devant les tribunaux? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait mort d'homme ou il y a quand même des sanctions qui se donnent pour des infractions potentiellement moins graves, là, mais qui sont des signes de rage au volant? Vous savez, rage au volant, c'est un qualificatif qu'on a donné. En réalité, ce sont des conduites dangereuses, des conduites imprudentes. Il y a des conduites dangereuses qui sont uniquement sanctionnées par le Code de sécurité routière. Il donne quand même 4 points d'inaptitude et un impact sur l'assurabilité, une amende de 1 000 $. Mais dans des cas où il n'y a pas d'accident majeur, où il y a des gens qui vont conduire dangereusement, zigzaguer, vont pousser, vont coller l'autre véhicule, c'est pas tous les dossiers qui sont amenés qui franchissent la barrière du droit criminel. Mais lorsqu'on a des faits et gestes qui mettent gravement la sécurité des gens en péril, c'est certain, et accompagné souvent de menaces, de voies de fait, on voit les gens qui se bagarrent, là, on franchit le cap, et c'est là que la conduite dangereuse devient, le qualificatif rage au volant prend plus d'importance dans le processus judiciaire. Mais vous savez, comme je le dis souvent, une impatience, parce que les gens sont impatients, il y a de la circulation routière, mais peut changer la vie complète de ceux qu'on va atteindre, mais aussi de soi-même. De sa propre vie, bien sûr. Une personne, vous savez, qui a une vie rangée, une famille, un accusé qui fait face à du pénitencier. Pourquoi? Pour une impatience au volant de véhicule qui, malheureusement, est un danger si on ne la maîtrise pas adéquatement. Et c'est ça le message que le juge a lancé. Bon, je vous écoutais, là, vous dites que maintenant, dans les jugements, les juges n'hésiteront pas à qualifier l'automobile d'arme. Est-ce que c'est un phénomène relativement nouveau? Pas dans tous les cas, par contre, il faut faire attention. Lorsque les faits justifient
le justifie. Vous savez, c'est pas parce qu'on conduit dangereusement qu'on a une arme entre les mains, mais lorsqu'on prend un véhicule et qu'on se sert du véhicule pour justement conduire à tombeau ouvert, frapper quelqu'un, maquiller le véhicule, il y a des juges qui vont qualifier le véhicule d'arme parce que, c'est une figure de style, là, c'est parce que ce moyen-là est un moyen qui, si on a une perte de contrôle volontaire, si on a une conduite erratique, qui devient un danger imminent. Et c'est le qualificatif que les juges ont utilisé au fil des années. Bon, on peut trouver un autre qualificatif là dans l'application, mais ça reste que c'est un outil, un véhicule qui peut devenir extrêmement dangereux pour la sécurité publique. Et vous savez, il y a une gradation dans la société des peines que les juges vont imposer. Là, on est dans un moment où les gens sont impatients. Souvent, on va prendre 2 minutes, on va klaxonner, on va vociférer et ça va dégénérer. À mon avis, on vous allez en avoir de plus en plus de jugements sévères à cet égard-là. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, ça pourrait faire jurisprudence, ce jugement-là. Bien, tous les jugements impliquant des rages au volant, on va le mettre comme ça, où les peines sont des peines de pénitencier, ou alors qu'on tient compte quand même des facteurs atténuants, quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, monsieur, madame, tout le monde, va toujours faire une certaine jurisprudence. Mais chaque cas est un cas d'espèce. Il n'y a pas une rage au volant ou un homicide involontaire causé par un véhicule qui a le même parcours, ni les gens qui le commettent. Reste que ça reste quand même une peine de pénitencier dans un contexte qui est de plus en plus fréquent devant les tribunaux. Alors, je m'attends à ce que les juges imposent de plus en plus de peines de détention. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Conrad Laure est un avocat criminaliste. Donc là, un cas de rage au volant et tout ça se traduit par une peine de pénitencier de 5 ans. De 5 ans, il faut se le rappeler. Alors, prudence sur les routes et patience et respirons collectivement par le nez quand on est derrière le volant.